Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Nicole Raoult, Changement et expérience, Expérience des changements 2006. Hélène Bodez, Le goût, ce plaisir qu'on dit charnel dans la publicité alimentaire 2006. Stéphane Jonas, Francis W. Zeidmann, Simmel et l'espace, de la ville d'art à la métropole 2006. Pauline V. Young, Les pèlerins de Rushanton 2006, édition originale 1932. Evelyne Shey, Le travail pénitentiaire, un défi européen, 2006. Régine Berco, Frédéric de Conninck, Les réseaux de santé, une nouvelle médecine, 2006. Gérard Regnault, Valeurs et comportements dans les entreprises 2006. Keltoum Touba, Le travail dans les cultures monothéistes 2006. Maryse Bresson dire, La psychologisation de l'intervention sociale 2006. Laurent Gilles, Aux sources de la valeur 2006. Pierre Tesseranc dire, La mobilisation des acteurs dans l'action publique locale 2006. Françoise Crézé, Michel Liu, coordonné par La recherche-action et les transformations sociales 2006. Gilles Lazuec et Pascal Moulévrier dire, Contribution à une sociologie des conduites économiques 2006. Jean Stotzel, Théorie des opinions 2006. Isabelle Astier et Nicolas Duvaux dire, La société biographique, une injonction à vivre dignement 2006. Remerciements. Mes remerciements vont d'abord aux conseillers de l'ANPE et aux chômeurs qui ont accepté de se prêter aux observations en nous accordant leur confiance. Merci encore aux conseillers, pour l'intérêt porté à cette enquête, pour le temps consacré aux explications et aux entretiens. Aux directions des agences observées, qui nous ont ouvert leurs portes, accordé des entretiens, accepté nos déambulations. Aux membres de différents services de la NPE, formation, documentation, gestion, pour toutes les informations et explications apportées. Merci pour leur complicité et les nombreux échanges. À Daphné Poppy et à Zineb Rachedi, doctorantes au laboratoire George Friedman, qui ont mené l'enquête avec moi. Au centre de documentation du Centre d'études de l'emploi, et à mon collègue Michel Destéfanis, pour l'aide précieuse apportée aux différents moments de cette recherche. Toute ma gratitude, pour leur lecture exigeante et amicale, pour les discussions sérieuses et joyeuses, à Alain Caillé, Yves Clos, François-Aimard Duvernay, Michel Lallemand, Albert Augien, Julien Rémy et François Vatin. Un merci tout spécial à Claude Orsoni. Je n'omettrai pas de préciser que je demeure responsable. Questions et démarches mêlées. Ce texte entend poursuivre une réflexion déjà engagée sur le discours tenu, de façon récurrente, à propos des chômeurs et qui, en un paradoxe apparent, ressurgit en particulier dans les périodes qui connaissent un important chômage. Ce discours, aussi ancien que la catégorie même de chômage, Topalov 1994, transpose pour l'appliquer aux chômeurs un partage plus ancien encore, celui que l'on établissait entre bons et mauvais pauvres. Il revient aujourd'hui à imputer plus ou moins implicitement au chômeur la responsabilité de sa situation. Il est donc nécessaire de décrypter ce discours, d'en dégager les critères, et au-delà, d'en examiner l'efficacité idéologique et pratique, tant pour ceux qui le tiennent que pour ceux auxquels il s'adresse. Retrouver du travail serait, à l'en croire, affaire de volonté. Inversement, n'en pas trouver serait, si la situation perdure, signe de mauvaise volonté, voire de calcul délibéré, en tout cas l'indice de démarche inadéquate ou de problème de personnalité, Benaroche, 2000 et 2003. Ce discours se déploie à différents niveaux ou sur plusieurs registres, opinion publique, médias, politique, mais c'est dans les institutions chargées de gérer les chômeurs qu'il est le plus outillé, et qu'on peut le voir à l'œuvre, dans le travail des agents recevant le public. C'est d'ailleurs à partir d'une telle observation, conduite dans un premier temps pour répondre à une autre question
que nous sont apparus comme en un résultat inattendu ce discours et sa traduction concrète. Le tri opéré entre les chômeurs, dont nous rappellerons brièvement les critères. Nous appuyant sur ce résultat inattendu et pour le soumettre à vérification, nous avons mené une seconde observation, plus complète et systématique. La question était cette fois de savoir si le tri repéré initialement et ses modalités sont incontournables, ou s'il dépend, et dans quelle mesure, des postures de travail des agents et ou des collectifs. Insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'un questionnement a priori, mais qu'il s'inscrit dans le prolongement de résultats obtenus sur des terrains similaires. Notre approche privilégie en effet l'attention au travail en train de se faire, à partir duquel nous saisissons les contraintes et ressources auxquelles il s'adosse. Ce faisant, nous nous intéressons aux différentes manières de réaliser le même travail, ce qui suppose, selon nous, une attention au sens que chaque agent ou collectif d'agents donne ou tente de donner à son travail. Si nous nous reconnaissons dans une démarche de type ethnométhodologique, animée du souci d'éviter autant que faire se peut, des hypothèses qui supposent un découpage a priori des réalités observées, nous nous forgeons cependant un point de vue, nous privilégions certaines questions au fil des enquêtes sur un même terrain. Dans notre approche, nous avons moins le souci de la connaissance du travail ou de l'action en eux-mêmes, Weller, 1999, page 15, que pour soi, et pour quelque chose. Nous cherchons à saisir dans l'activité le sens ou les finalités dans lesquelles se reconnaissent ou cherche à se reconnaître la personne ou le collectif de travail, compte tenu du cadre et de ses contraintes. Ceci suppose d'approcher d'aussi près que possible le travail en train de se faire, mais pour reprendre la distinction ou les oscillations entre deux sensibilités de l'ethnométhodologie proposée par Augien, 2001, page 398, en étant plutôt attentive aux significations donc à l'intervention des acteurs qu'à la connaissance et à la structure de la pratique. Ou plus précisément, en accédant à une certaine connaissance à partir du sens que chacun ou chaque collectif tente de donner à son travail, Benaroche 2001. Approche de l'institution, approche du travail. Augien, 1995, page 164, donne une définition générale de l'institution, que nous reprenons volontiers pour l'appliquer à l'organisation qui nous intéresse ici. Simple et efficace, elle propose une synthèse entre différents courants se reconnaissant dans l'approche durkheimienne, tout en aspirant à l'assouplir, à la rendre moins systématiquement contraignante. Une organisation est une institution en ce sens qu'elle est un cadre d'action qui préexiste à ceux qui vont y inscrire une dimension de leur activité quotidienne. Et ce cadre oblige à se référer, le temps de cet engagement, à un certain ordre de contraintes. Mais nous y apportons une nuance pour prolonger les remarques précédentes, en précisant qu'il y a différentes manières de se référer à un ordre de contraintes et de l'interpréter pratiquement. Si ceci ne change pas la nature du cadre institutionnel, ces différences peuvent être source de changements plus ou moins profonds, à plus ou moins long terme. Elles sont en tout cas, plus visiblement et plus immédiatement, susceptibles de changer la vie au travail des personnes et dans une institution intermédiaire comme celle que nous étudions, cela peut notablement modifier l'attitude envers les usagers, ce qui est loin d'être indifférent. La nature des propositions concrètes qui leur sont faites peut également en être influencée. Mais cela est moins sûr et en tout état de cause, objectivement limité. Partant de là, nous proposerons un repérage des différentes versions de l'institution ANPE à l'œuvre dans le travail des agents. Notre approche s'inscrit dans l'examen actuel, ou réactualisé depuis les années 90, avec la modernisation de l'État et des services publics, des rapports qu'entretiennent institutions, agents et usagers, et de ce que produit l'ensemble qu'ils constituent. Ce questionnement a fait l'objet d'innombrables travaux de sciences politiques, sociologie, gestion, etc. Notre démarche répond, comme un certain nombre d'études sociologiques sur le guichet, de Mazières 1992, Dubois 1999, Weller 1999, Benaroche 2000, à l'idée, énoncée depuis longtemps par Foucault, mais diversement accueillie et mise en œuvre dans les travaux actuels, qu'une institution, et en particulier celle qui traite directement avec les usagers, ne peut être saisie qu'en acte. Les visées de ce type d'approche peuvent être sensiblement différentes, et concerner comme on l'a dit la connaissance Weller, ou les effets Dubois, de l'institution, la construction des catégories dont procède son action, de Mazières, Benaroche. La présente recherche s'intéresse quant à elle, aux manières dont s'actualise et dont son contenu,
dans les deux sens d'incorporation ou de résistance que peut prendre ce terme, les normes propres à une institution dans le travail de ses agents. Dans cette optique, nous reprendrons une démarche d'analyse du travail esquissée dans des recherches antérieures, Benaroche 1997-1999, et qui dialogue avec d'autres disciplines, anthropologie, psychologie et philosophie, s'intéressant au travail suivant une sensibilité commune. Plus largement, nous visons ce qu'une institution particulière nous dit de la société dans laquelle elle s'inscrit, des normes et classements que celle-ci institue dans une période ou une époque historique donnée. Et nous nous intéressons aux effets immédiats et potentiels, sur les usagers, des différentes attitudes de travail des agents. Ceci suppose un va-et-vient entre les textes réglementaires, le cadre de l'institution et les personnes, agents et usagers, qui s'y rapportent et la font vivre. Mais ce va-et-vient part de l'observation des pratiques des agents. C'est à partir de ces dernières que nous lisons les textes, que nous étudions les supports et documents de travail, que nous interrogeons les organisations, que nous comprenons les situations. C'est également à partir des observations que nous analysons les entretiens réalisés avec les mêmes agents. Inversement, leurs discours permettent de revenir sur les observations et d'en pousser plus loin l'analyse, confère annexe 2. S'il est vrai que l'analyse d'une institution ou d'une administration renvoie à celle de sa construction formelle, Aogien, 1995 page 162, nous ne la saisissons pas a priori, ni systématiquement, car notre objet encore une fois n'est pas l'institution en elle-même, mais les rapports institution-agent-usager. Or, procéder à partir de la connaissance formelle orienterait nécessairement une telle observation. Bien entendu, tout terrain est abordé avec un certain bagage de connaissances formelles à son propos, surtout lorsqu'on y revient comme c'est notre cas. Nous ne prétendons nullement adopter une posture intentionnellement et faussement naïve, qui conduirait du reste à la répétition sans fin d'un exercice de description, aussi fouillée soit-elle, des situations observées. L'ANPE à l'œuvre. C'est donc sur les pratiques des agents de l'ANPE recevant les chômeurs que nous nous pencherons, ainsi que sur les diverses manières de mobiliser, ce faisant, l'institution dans laquelle ils travaillent et leur outil de travail qui sont en eux-mêmes faits de discours, qui sont un discours. Plus précisément, pour poursuivre la réflexion sur le tri des chômeurs, nous analyserons, à partir d'observations d'interactions qui se déroulent au guichet 3 entre conseillers ANPE et demandeurs d'emploi, de 4, la manière dont les premiers évaluent les seconds, et comment les différentes modalités d'évaluation font usage des outils prévus à cet effet et expriment l'institution. Si l'institution et ses outils habitent et contraignent nécessairement les pratiques des conseillers, ils ne sont pas mis en œuvre de la même façon selon les situations d'interaction, c'est-à-dire selon le cadre et le contexte, selon les personnes en présence et la nature des problèmes à traiter, mais aussi, pensons-nous, selon le type de relation que le conseiller entend instaurer avec les demandeurs d'emploi. En effet, si l'on ne peut comprendre la tonalité et le tour que prend une interaction qu'en observant le rôle joué par chacune des parties en présence dans un cadre donné, nous ne perdons pas de vue que la relation entre conseiller et chômeur, celle qui nous intéresse ici, est par définition dissymétrique. C'est le plus souvent le conseiller qui, dès l'engagement de la relation, dans les paroles adressées au chômeur et dans la manière de l'accueillir, fait part implicitement de ses dispositions et donne le ton de l'entretien. Bien entendu, et nous aurons l'occasion de le constater, il se peut que le chômeur prenne en main l'entretien dès son arrivée au guichet, qu'il prononce les premiers mots et dise d'emblée pourquoi il vient, ce qu'il souhaite, ou même qu'il fasse part d'un mécontentement. Mais ce n'est pas un cas fréquent et même si cette initiative du chômeur tente à orienter l'entretien, cela ne préjuge pas de son déroulement car les agents n'y réagissent pas tous de la même manière. Nous cherchons donc à saisir une sorte d'alchimie entre situation et disposition, ou comment elles s'agencent et interfèrent, pour former des manières de travailler propres à chaque agent ou à chaque collectif au sein d'une même institution. Ces manières de travailler, nous les appelons postures de base, pour signifier qu'elles sont sujettes à des variations en fonction des situations, mais que ces variations ne sont pas aléatoires, qu'elles opèrent suivant une certaine cohérence interne 5. Autrement dit, à travers ces observations nous nous proposons de saisir, comme un tandem, des manières de se situer ou d'être au travail 6, qui expriment des rapports au monde, Benaroche, 1999 et 2000,
et des modalités d'entrer en relation, d'évaluer, de juger. Mais nous voudrions saisir en outre la portée symbolique et matérielle, pour les chômeurs, des différentes postures de travail et des différentes évaluations mises en œuvre par les agents. Que peut en concevoir personnellement, le chômeur évalué, et sur quoi débouche pour lui concrètement l'entretien? Ces deux questions, relatives au travail d'évaluation d'un côté, aux impacts sur les usagers de l'autre, relèvent de registres différents et ne sauraient se traiter toutes deux, en particulier la seconde, à partir des seules observations d'interaction. Si ces dernières permettent d'entrevoir sur le moment ce qu'en retirent les demandeurs d'emploi, à travers leurs attitudes, réactions, questions, qui sont autant d'interventions sur le déroulement de l'entretien, c'est après coup et par des entretiens approfondis que l'on peut tenter de comprendre la portée symbolique des messages qui leur sont adressés par les différentes institutions et les différents agents qu'ils ont rencontrés. En revanche, ces interactions se matérialisent souvent dans une proposition concrète, stage, adresse correspondant à une offre d'emploi ou autres adresses utiles, suggestions de démarches à entreprendre. Si l'on ne peut anticiper l'impact qu'auront de telles propositions sur le devenir professionnel des personnes, on sait en revanche en quoi elles consistent. Ceci nous donne la mesure des possibilités réelles de l'institution, au-delà du discours qu'elle tient 8, et parmi ces possibilités celles que l'agent saisit et met en œuvre. Le travail et son contexte. Le travail que l'on va essayer d'analyser ici doit donc se comprendre dans le cadre plus large que constitue le marché de l'emploi dans une période donnée. Les institutions intermédiaires de ce marché, privées et publiques, n'ont pas de prise globale sur son fonctionnement, sinon celle non négligeable et dont on doit comprendre l'impact précis, de surenchérir sur les critères de recrutement du dit marché. Ce surenchérissement est notamment le résultat de la concurrence croissante qu'elles sont amenées à se livrer entre elles, par ce marché et par les politiques de l'emploi qui y interviennent, Benaroche 2000. Même si l'on considère qu'il ne s'agit pas de contraintes naturelles, mais bel et bien construites, elles n'en existent pas moins. Partant, l'action réelle que peuvent avoir sur celles-ci les agents de ces institutions ne saurait être que marginale, mais elle importe pour chaque chômeur, ce qui justifie l'étude des différentes modalités possibles de travail au sein d'une institution qui reçoit et oriente du public neuf. Tenir les différentes facettes évoquées jusqu'ici, ou tout au moins ne pas les perdre de vue permet d'éviter deux écueils sociologiques. Ignorer les cadres et s'en tenir aux acteurs pour comprendre une situation, ce qui revient à diluer l'institution dans l'action ou à la faire émerger de l'action, ou donner à l'institution et au contexte un rôle déterminant en tout point les actions, et renoncer à comprendre une des dynamiques du changement, en rendant improbable l'action propre des personnes et des situations qui élaborent dans leurs interactions, au sein d'un cadre donné. Cette dernière attitude, qui peut tendre à exclure du champ de la sociologie l'étude du changement, ou tout au moins l'attention aux facteurs susceptibles d'y contribuer, revient quant à elle à rendre complètement étanche la frontière disciplinaire entre sociologie et histoire. Le caractère intermédiaire et même dual de l'institution étudiée, qui doit rendre service aux usagers tout en étant au service de l'État, Strobel 1993, se prête bien à l'approche qu'on se propose, en exigeant de l'observateur qu'il se tienne entre ces niveaux qui ont toujours divisé et structuré la sociologie, l'allemand 2004, le holisme et l'individualisme. Organisation du propos. Nous reviendrons pour commencer, sur les résultats d'une première enquête à la NPE, CHAP 1, qui nous a permis de dégager le phénomène de tri initial des chômeurs, ses critères et leur efficacité, ainsi que les figures de chômeurs qui en résultent, annexe 1. Ce qui nous amènera à préciser notre interrogation, à la fois sur l'homogénéité de tels résultats, et sur la possibilité d'envisager la mise en œuvre de critères plus diversifiés, voire plus justes, au sein de l'institution ANPE. Le chapitre 2 présentera la démarche retenue dans l'enquête suivante, qui est au centre du présent ouvrage, pour parvenir, dans l'observation du travail des agents, à appréhender au mieux des différences dans le traitement des chômeurs et dépasser le caractère homogène des résultats précédents. Nous présenterons dans ce même chapitre, les agents observés et leurs différences, pour arriver à une première esquisse de logique de travail typique. Ces logiques actualisent, dans le travail des agents recevant les chômeurs, différentes versions ou significations de l'institution ANPE, articulées à différentes manières de s'adresser aux chômeurs.
Nous présenterons, en les comparant, ces différentes figures au chapitre 3. Le chapitre 4 donnera à voir au lecteur des moments d'interaction caractéristiques de chaque logique de travail, et l'analyse qui nous amène à définir 4 versions de l'institution, réalisées dans 4 modalités de relation avec les demandeurs d'emploi. Différentes figures du contrat et du don sont mises en œuvre dans les échanges agents-chômeurs, étroitement articulées aux manières de mobiliser l'institution ANPE. Nous reviendrons ensuite sur les 2 collectifs observés, chapitre 5, pour comprendre autrement les logiques de travail dégagées, pour saisir leur rôle dans la possibilité d'exercer ou non une distance réflexive dans la réalisation du travail. L'analyse des dynamiques collectives, objet du chapitre 5, puis celle des entretiens avec les agents annexe 2, permettent de pousser plus loin celle des situations observées et des passages possibles ou difficiles à envisager, d'une logique de travail à l'autre. Enfin, en continuant notre remontée d'aval en amont, nous compléterons les 2 premiers registres d'analyse du travail. Le travail des agents vu de l'intérieur, au guichet, puis la perspective donnée par les collectifs, entre intérieur et extérieur, par l'approche du travail vu de l'extérieur, c'est-à-dire du point de vue gestionnaire, chapitre 6. Nous verrons que les attentes qu'il implique, tout comme les outils qui équipent le travail des agents, analysés en annexe 3, sont traversés de tensions et de contradictions, qui donnent la mesure du travail d'interprétation permanent et diversifié sur le terrain au guichet. Les notes conclusives reviendront sur le problème du tri des chômeurs, de ses effets d'exclusion potentielle, en l'articulant au problème de la reconnaissance du travail effectif des agents, qui demeure pour une grande part invisible dans l'état actuel de l'évaluation statistique et gestionnaire de leur performance. 1. Le tri initial, des chômeurs à la NPE. Une première observation des interactions entre conseillers ANPE et chômeurs, menée en 1998, avait permis de mettre au jour les critères d'évaluation et de tri des seconds par les premiers dès le premier accueil, Benaroche, 2000. L'autonomie dans les démarches de recherche d'emploi et la motivation à travailler ou retravailler, tels étaient les critères qui semblaient largement décider de la capacité des personnes à trouver ou retrouver un emploi, ce qu'on désigne aujourd'hui par l'employabilité. Ces critères constituaient des indicateurs pour l'orientation des chômeurs, soit vers des offres d'emploi, soit vers des solutions d'attente, stages de recherche d'emploi ou d'élaboration de projets par exemple, soit encore vers rien du tout. Certains repartaient en effet, après avoir été enregistrés, sans aucun conseil ni proposition, leur absence de motivation ou de demande suscitant comme un accord tacite entre les conseillers. Ces personnes, souvent nouvellement inscrites, devraient faire l'expérience du chômage et du marché de l'emploi, ce qui les aiderait à réfléchir, à formuler des attentes, bref, à devenir des demandeurs d'emploi. Cet accord tacite entre conseillers faisait parfois l'objet de déclarations, justifications explicites de la part de certains agents, communiquées non pas aux intéressés mais à l'observateur. Ce type de réflexion, associée aux observations, nous avait alors permis de dégager les différentes figures de chômeurs construites dans le travail des agents au guichet, dont celle du demandeur d'emploi sans demande. Confère annexe 1 et Benaroche 2000. Les critères de l'autonomie et de la motivation se révélaient, en positif ou en négatif, à travers ces figures. En réalité, ces critères subjectifs ou comportementaux s'avéraient être la traduction, non délibérée, au guichet 10, de critères beaucoup plus classiques, plus objectifs, et plus décisifs sur le marché du travail, comme la formation et l'expérience professionnelle. Les chômeurs jugés non autonomes étaient de fait ceux qui n'avaient pas ou peu d'expérience de formation ou de travail. À travers les différentes figures de chômeurs, c'est donc un versant du travail de l'institution ANPE, via celui de ses agents, que nous avions dégagé. Efficacité des critères de tri. Les entretiens menés avec les autres acteurs, en amont et en aval, de l'ANPE, acteurs politico-administratifs et économiques d'un côté, partenaires et prestataires de l'agence de l'autre 11, ont permis quant à eux de mettre en évidence les opérations de traduction à l'œuvre au guichet, c'est-à-dire la correspondance entre les critères comportementaux essentiellement mobilisés par les agents de l'ANPE et plus encore par leurs prestataires, et ceux, plus objectifs, invoqués par les acteurs économiques notamment pour décider de l'employabilité des personnes. Il était remarquable que ces critères objectifs n'étaient jamais énoncés explicitement dans les échanges avec les chômeurs,
ni d'ailleurs avec l'observateur. Tout reposait sur le chômeur et implicitement ou explicitement, sur son comportement. Le terme même de chômage n'était en conséquence jamais prononcé par tous ceux qui s'occupaient directement des chômeurs 12. À travers l'analyse de la situation globale de travail des agents, qui les soumet à des contraintes et à des injonctions institutionnelles contradictoires, notamment lorsque le marché de l'emploi est tendu 13, nous avons essayé de comprendre ces mécanismes, qui débouchent sur la construction de critères de jugement et de tri. De même, nous avons voulu étudier l'efficacité concrète des jugements portés sur les demandeurs d'emploi. Les chômeurs jugés autonomes et motivés sur le marché de l'emploi, et qu'ils étaient en fait, étaient ceux qui possédaient une formation et ou une expérience professionnelle intéressante pour le dit marché. Ils l'étaient réellement, car ils pouvaient s'appuyer sur ces expériences pour entreprendre des démarches pertinentes et exprimer, en l'argumentant, leur motivation à travailler. Inversement, les chômeurs jugés non autonomes et non motivés se trouvaient également dépourvus de ces qualités objectives qui sont monnayables sur le marché du travail. En effet, l'absence ou la faiblesse de l'expérience professionnelle ou de la formation pouvait expliquer que certains chômeurs se présentent au guichet en déclarant soit qu'ils n'avaient aucune idée du type d'emploi qu'ils pouvaient rechercher et exercer, soit qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi. Mais cela induisait d'autres interprétations plus subjectives chez les agents, telles que l'absence de motivation, d'autonomie, de capacité à cibler la recherche d'emploi et à formuler un projet clair et réaliste. Les critères de l'employabilité dessinaient donc simultanément ceux de l'inemployabilité, les uns et les autres ayant un impact concret sur les itinéraires de chômage. Les demandeurs d'emploi jugés inemployables, éloignés de l'emploi, non autonomes, non motivés, etc., faisaient l'objet d'une sélection négative à la NPE, c'est-à-dire qu'ils étaient soit renvoyés à eux-mêmes, une fois inscrits, ils repartaient sans conseil ni proposition d'aucune sorte, soit dans le meilleur des cas dirigés vers des structures d'attente, censées leur enseigner le comportement adéquat de recherche d'emploi, mais pas nécessairement les doter de expérience ou de la formation indispensable pour savoir chercher et être en mesure de trouver du travail. C'était par exemple le cas des jeunes sans expérience professionnelle et en échec scolaire, ou des anciens salariés non qualifiés, au chômage après une seule et longue expérience professionnelle. On pouvait donc s'interroger sur le devenir de ces derniers et se demander si l'efficacité pratique de ces critères de jugement n'était pas d'alimenter la catégorie des chômeurs de longue durée, et de grossir la fameuse file d'attente du chômage, Saleh et Ali, 1999. Quant aux chômeurs employables, ils s'avéraient constituer le véritable public de l'agence ou son noyau dur, celui qu'elle pouvait traiter directement ou dans le cadre de collaboration efficace avec d'autres acteurs, mais ceci, en aval du tri initial 14, une fois opérée la sélection, c'est-à-dire défini ceux pour qui l'on peut quelque chose et ceux pour qui l'on ne peut pas grand-chose, ces derniers se trouvant leur rendu invisible, Ouzel et Ali, 1999. L'enjeu que représentait pour les demandeurs d'emploi leur premier contact avec l'ANPE était donc de savoir par quelle structure ils seraient suivis. Serait-ce par l'agence ou par l'un de ses partenaires ou prestataires, auxquels sont délégués les publics spécifiques, dits prioritaires, jeunes et rémistes, non qualifiés? En effet, de la même façon que les critères du tri établissent la proximité ou l'éloignement des chômeurs par rapport à l'emploi, les structures qui suivent ces derniers sont elles-mêmes plus ou moins proches des véritables offres d'emploi. Les critères plus justes sont-ils réalisables? Ce résultat paraissait finalement logique mais demeurait frustrant, pour deux raisons. Comme nous avions pu nous en rendre compte dans d'autres travaux, Benaroche 1997 et 1999, les individus même affectés au travail le plus prescrit s'emparent de marge de manœuvre 15 qu'ils découvrent dans le cours de leur action. Ils ne travaillent donc pas de la même façon, y compris sur un même poste. Il était donc difficile d'imaginer qu'un travail relationnel, par définition moins prescriptible, tel que celui des agents ANPE, ne suscite pas davantage de modalités d'accomplissement. Restait à savoir si le tri opéré en amont de leur travail constitue une étape nécessaire, et si ce n'est qu'ensuite, en aval, avec un public déjà sélectionné, que ceux-ci peuvent explorer des manières de faire propres à chacun ou à chaque collectif de travail. L'enjeu de cette question est double. C'est à la fois un enjeu de connaissance,
et de signification, ou de finalité, pour reprendre les catégories évoquées en introduction, puisqu'il s'agit de savoir si l'action des agents est susceptible d'explorer un spectre de possibilités assez large pour éviter ou contourner le tri initial et les risques d'exclusion qu'il contient. Ces résultats nous semblaient également frustrants pour une autre raison. La conclusion globale, relative au risque d'exclusion des chômeurs les moins dotés sur le marché du travail, aurait pu être tirée de l'étude des objectifs statistiques et gestionnaires de l'ANPE, de leur traduction dans les textes qui régissent le travail de cette institution et son contrat avec l'État. Nous avons évoqué les injonctions contradictoires qu'il comporte, et en éclairant cet ensemble par les critères de recrutement des employeurs interviewés dans cette même enquête. Qu'apportaient donc de plus les observations ? Sinon un détail intéressant sur la manière dont ces diverses contraintes se traduisent au guichet et dont se mettent en œuvre, à l'insu des agents eux-mêmes, les critères et les catégories susceptibles d'alimenter la relégation de certains profils de chômeurs. Bref, ce qui nous gênait concernait le caractère homogène des résultats des observations, et l'idée suggérée par ce résultat, qu'on aurait pu se passer de ces dernières, c'est-à-dire faire l'économie d'une analyse du travail en actes, pour arriver à des conclusions globalement proches quant aux effets du travail, quant au tri. On retrouve donc la question de la démarche de recherche évoquée au début, selon qu'on poursuit un objectif de connaissance ou de signification. On peut la reformuler en ces termes pour préciser l'insatisfaction liée au premier résultat. Quel sens peut revêtir la connaissance de l'action, son observation fine, si ses effets dans un cadre et un contexte donné sont identiques quel que soit l'acteur, si les acteurs sont interchangeables ? L'objectif de connaissance ne concerne-t-il pas alors surtout le cadre, à travers l'action, et non l'action elle-même ? 2. Des pratiques plurielles avec les chômeurs. Notre seconde observation a délibérément procédé à un découpage a priori. Nous avons demandé à la direction de l'ANPE de nous introduire dans des agences aux réputations très différentes 16, et au public suffisamment hétérogène pour que l'on puisse assister à des traitements différenciés. Il s'agissait en particulier de mettre à l'épreuve la logique de type contrat, ou de forte conditionnalité de l'aide offerte, logique qui prédominait dans nos observations précédentes. Ainsi que nous l'avons mentionné, 2 questions ont guidé ces nouvelles observations. Quelle latitude ou marge d'initiative les agents ont-ils dans leur travail ? Quels usages en font-ils en fonction de leur rapport au travail et à l'institution ANPE, c'est-à-dire en fonction de la manière dont ils aspirent à exercer leur métier ? Ce que l'on perçoit dans un premier temps, observation, dans les manières de s'adresser aux chômeurs, dans les relations qu'ils cherchent à instaurer avec eux, dans les manières de mobiliser les règles et supports de travail à l'occasion de ces interactions, les outils à l'usage. L'hypothèse étant qu'il y a une articulation étroite entre ces 2 moments de l'activité. Les entretiens réalisés dans un second temps avec les agents observés et avec un certain nombre de leurs collègues travaillant dans les mêmes agences constituent, comme les restitutions de nos analyses aux 2 collectifs en fin d'étude, des éléments indispensables à l'analyse même des observations. Protocole d'enquête. Nous avions envisagé d'observer 3 agents par agence, soit 6 en tout, à raison de 2 demi-journées par agent. Or une vingtaine d'agents se sont portés volontaires, à mesure que l'enquête avançait et qu'ils avaient des échos de leurs collègues déjà observés. Les réactions à chaud dont on faisait part au premier, ou les questions que nous posions naturellement pour éclairer tel ou tel aspect des interactions observées, leur donnaient à voir leur travail et leur manière de le réaliser sous un jour inhabituel. Ce sont ces échos, rapportés à leurs collègues, qui ont suscité l'intérêt et la démarche vers nous d'autres conseillers, les directions des agences ayant donné leur autorisation pour élargir le protocole initialement prévu. Une quinzaine d'agents a été observée 2 fois, 2 demi-journées, soit en moyenne 16 à 20 interactions par agent 17. Un certain nombre d'interactions ont pu être enregistrées au magnétophone, avec l'accord des agents et des 2. Ce fut systématiquement le cas avec les 5 derniers agents, observés seulement une demi-journée chacun, en raison des enregistrements et parce qu'en fin d'enquête, la familiarité avec notre objet d'étude était acquise. Outre ces observations focalisées sur l'accueil des demandeurs d'emploi, la base avant, plusieurs observations ont été menées en base arrière ou zone technique, où l'on s'occupe du suivi des dossiers et des relations,
téléphonique et parfois en face-à-face avec les employeurs. Nous avons fréquemment séjourné en zone d'accueil, pour observer la file d'attente et ses différents modes de gestion selon les conseillers chargés à tour de rôle de l'accueil. Les zones de pause quant à elles, cafétéria, comme d'autres lieux et moments de discussion informels dans les couloirs autour de la photocopieuse ou plus formels, réunions d'équipe, ont été des observatoires précieux des collectifs de travail. À l'issue des observations ou entre deux observations, nous avons interviewé chacun des conseillers, en revenant sur des cas précis observés, ce qui nous a donné la mesure de leur mémoire étonnante, parfois 1 à 2 mois après l'observation. Ces entretiens ont été indispensables pour compléter l'analyse du travail et surtout, celle des rapports au travail, annexe 2. Les observations ont ensuite été l'objet de comparaisons et de pointages systématiques des manières dont les agents accueillent les chômeurs et se présentent à eux, de ce qu'ils leur disent et leur proposent, des réactions de ces derniers, des ratés de l'intercompréhension, et des accords ou désaccords finaux. Outre ce qui relève des attitudes des deux parties et de leurs échanges verbaux, ont été systématiquement pointées les caractéristiques objectives des chômeurs, formation, expérience, âge, durée de chômage, ainsi que les profils des agents, formation initiale et expérience professionnelle antérieure, ancienneté à l'agence. Sans viser un modèle dur d'interprétation, Penef, 1995, ces paramètres ont constitué les balises de l'analyse. 2 collectifs, premier contraste. Nous avons commencé notre enquête auprès d'une agence, Agence Monsieur, réputée être très pro-demandeur d'emploi, pour reprendre les termes de la direction régionale et du directeur de l'agence. 25% des agents sont syndiqués, contre 5% de syndiqués dans l'ensemble de l'agence nationale. La palette des syndicats s'étale de la CGT à la CNT en passant par Sud. Un certain nombre d'agents sont des militants politiques et beaucoup ont une sensibilité sociale qui se traduit par divers investissements associatifs dans la ville où ils travaillent, et habitent pour nombre d'entre eux 18. La cafétéria de l'agence, où les agents viennent faire une pause entre 2 entretiens, où ils déjeunent fréquemment aussi, est le lieu par excellence de discussion très libre auquel on assiste 19. Ils font montre d'une attitude très radicale. La tonalité des discours est très critique vis-à-vis de l'institution, de ses injonctions, de la politique de l'emploi, des employeurs et de la direction de l'agence. Les orientations de l'ensemble et leurs évolutions ne peuvent que desservir les chômeurs et le travail des agents. Bref, on a l'image d'un collectif d'un seul bloc. Le directeur de l'agence a de son côté une opinion négative du collectif, qu'il juge plutôt incompétent par rapport aux critères de l'agence et aux autres agents qu'il a eu l'occasion d'encadrer. Le contraste est net avec les agences de l'enquête précédente où l'atmosphère était plutôt tranquille, routinière. Et tout aussi net avec l'autre agence de cette enquête-ci, Agence T, où l'on retrouve des caractéristiques plus proches de l'enquête précédente. Une agence plus petite, aucun agent syndiqué, agence essentiellement féminine, plus représentative de la NPE, et où tous semblent heureux autour de la directrice, qui se dit également très satisfaite de ses collaborateurs. Les échanges informels, durant les pauses ou le déjeuner, portent sur le travail, les cas de chômeurs rencontrés et les réponses apportées, ou bien encore sur la famille et les loisirs. On est donc dans une configuration extrêmement différente de celle de Monsieur où la critique est très présente et se veut généralisable. À travers l'institution ANPE ou la politique de l'emploi, c'est la politique globale que l'on cherche à mettre en cause. Tandis qu'à T, il n'est pas fait mention de tension ou de malaise, même lorsqu'apparaissent dans les conversations les difficultés rencontrées dans le travail, et moins encore de considérations politiques générales. Les premières observations à Monsieur confirment l'attitude favorable aux chômeurs. Les échanges au guichet donnent l'impression, encore générale, que les conseillers font leur possible pour aider d'une manière ou d'une autre le demandeur d'emploi, pour qu'il ne reparte pas sans rien, et qu'il retire de son passage à l'agence au moins une information ou une adresse utile. Parfois, voire souvent, on tente de lui faire oublier le cadre dans lequel il se trouve. L'affichage de l'institution est des plus discrets. À T, les échanges paraissent tout de suite plus stricts, plus professionnels. L'institution est très présente dans le discours que l'agent tient aux chômeurs. Il devient vite assez clair que, dans le travail des agents, dans la manière dont ils s'adressent aux chômeurs, dans ce qu'ils leur conseillent, leur proposent, voire leur prescrivent ou les incitent à accepter, comme orientation, conduite à tenir, démarche, etc.,
que le collectif de T travaille en s'appuyant fortement sur ce que l'institution préconise, sur les outils qui matérialisent ses recommandations et sur les messages que cet ensemble véhicule. Tandis que le collectif de Monsieur mobilise beaucoup moins l'institution, qui apparaît plus discrètement et comme plus souple dans les propos, points de vue et suggestions adressés par les agents aux demandeurs d'emploi. Les agents semblent davantage vouloir parler en leur nom qu'au nom de l'institution. On peut dire, après quelques observations, que d'un côté à T, on cherche à obtenir l'adaptation du 2 à l'institution et à ce qu'elle propose. De l'autre, à Monsieur, au contraire, on tente de solliciter l'institution de manière à ce qu'elle s'adapte autant que faire se peut aux 2. Pour traduire ces différentes attitudes de travail et exprimer ce vers quoi elles tendent, un premier axe se dessine avec, dans un premier temps, une agence à chaque pôle. L'agence T se situe au pôle de L, l'institution dominante avec adaptation du 2. L'agence Monsieur est à l'autre pôle, institution subordonnée s'adaptant au 2-20. Au pôle de l'institution dominante, les relations que les agents cherchent à établir avec les chômeurs prennent très vite un caractère conditionnel. L'agent attend quelque chose du 2 et a tendance à conditionner l'aide qu'il lui apporte à une certaine allégeance aux attitudes et démarches que l'institution ANPE préconise. Ces relations tendent vers une logique contractuelle, au sens d'un principe de donnant-donnant, qui serait premier dans la relation, dont là où les figures restent à préciser. On retrouve globalement l'attitude observée dans l'enquête précédente. De l'autre côté, au contraire, au pôle de l'institution souple, on ne perçoit pas de conditions a priori exprimées de la part des agents mais de l'empathie. Une attitude compréhensive est manifestée dès le début de l'entretien. On serait plutôt du côté d'une logique de don, au sens d'une certaine inconditionnalité de départ, dans la manière d'engager l'échange avec le 2-21. Les différences sont donc avérées mais on reste en présence de 2 blocs, les 2 agences, dans une opposition excessivement tranchée, une logique trop binaire. Ce ne serait plus tant, comme dans l'enquête précédente, l'institution qui contraindrait fortement et de manière homogène les pratiques que chacun des collectifs. La question reste alors de savoir quelles peuvent être, dans chaque collectif, les manières de faire propres à chaque agent ou à chaque sous-collectif. Ce qui est en outre gênant à ce stade, c'est que le contrat ou la conditionnalité se trouve du côté de l'institution, dominante, et que le don s'y oppose en quelque sorte, puisqu'il est au pôle de l'institution souple, discrète, subordonnée. Or on sait que pour Marcel Mauss, son principal théoricien, le don est l'institution par excellence, que ce fait social total représente et institue un ordre. Le lexique même de l'essai sur le don, 1923 à 1980, nous interroge sur les notions ici mobilisées 22. Si le don donne son titre à l'essai, les termes de don, contrat, échange contractuel sont interchangeables dans le texte, notamment dans son introduction, comme sont interchangeables les termes de prestation totale et d'institution. Enfin, on trouve également dans ce texte l'expression de don contractuel, page 154. Mais l'argument déployé au fil du texte et les conclusions auxquelles il aboutit ne laissent aucun doute sur ce qu'il s'agit de bien discerner et distinguer. Le don archaïque. La triple obligation de donner, recevoir et rendre, qui rappelle Camille Tarot, 1999 page 608, n'est pas du primitif mais du fondamental, c'est la morale éternelle, et le contrat moderne. Il s'agit de les distinguer pour mieux en reconnaître les hybridations dans les différents exemples qu'il étudie, voire pour les ressusciter dans la société moderne, à travers la solidarité et l'assurance sociale qu'il appelait de ses vœux, pour ne pas céder à l'envahissement du seul contrat entre agents économiques, entre individus, pour éviter l'atomisation du social 23. Ces notions doivent alors prendre corps et être mises à l'épreuve des différentes logiques de travail qui se dégagent dans cette enquête, pour mieux cerner ce qui ressortit au registre du contrat et du don, au moins en tendance, et ce qui n'en représente que des figures tronquées ou apparentes. L'immersion dans les observations d'interaction entre agents et chômeurs, la comparaison systématique entre celles-ci, l'éclairage apporté par les entretiens avec les agents vont faire émerger les éléments de complexité permettant d'affiner l'analyse, d'ouvrir le schéma d'interprétation et de dessiner un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.